Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie de webinaire consacrée aux questionnaires patients et à leurs usages dans le médicament. Donc, la semaine dernière, nous avons eu un premier panel d'intervenants qui nous ont présenté les différents types de questionnaires patients. On a parlé de PROMS, de PRUMS, d'enquêtes. Ils ont échangé sur les usages de ces questionnaires, à quoi ils servent dans le médicament. Ils ont échangé sur les attentes des patients, sur les attentes également des autorités et la façon dont ces indicateurs étaient pris en compte pour le médicament. Aujourd'hui, nous allons concentrer davantage nos échanges sur le sujet des PROMS et autour de deux grandes questions. Comment est-ce qu'on les collecte et quelles sont les difficultés et les perspectives pour l'usage des PROMS. Je rappelle que ce webinaire s'inscrit dans une réflexion qui est portée par le LEM et plus particulièrement par son comité dédié aux enjeux patients. Réflexion sur les façons dont les entreprises du médicament pouvaient davantage documenter les perspectives patients. Donc, nous avons réalisé une étude sur le sujet des PROMS et des PRUMS dans le médicament et il nous a semblé que c'était un sujet sur lequel il était particulièrement pertinent d'échanger avec les associations de patients, les professionnels de santé, les institutionnels pour partager sur l'importance de ces indicateurs. Donc, autour de nous ce soir pour en parler, et je les remercie, donc, professeur Grégory Katz, vous êtes professeur à la chaire Value in Health à la faculté de médecine Université Paris-Cité et vous êtes également président de PromTime. Estelle Haenel, vous êtes directrice médicale chez Kyantis. Nicolas Najditch, vous êtes responsable des projets chez Moi Patient. Et Laura Naissance, vous êtes responsable advocacy chez Bayer Healthcare. Donc, nous avons 1 heure de webinaire. Nous allons consacrer la première partie du webinaire à un échange entre les intervenants. Puis, nous consacrerons en fin de webinaire un moment pour répondre à vos questions. Et je vous invite à les poser au fur et à mesure dans le chat. Nous les notons et nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, pour commencer nos échanges et notre premier tour de table, je me tourne vers vous, Nicolas. Vous êtes sociologue de formation, vous êtes impliqué depuis longtemps sur le sujet des méthodologies de recueil de données auprès des patients. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous donner de façon synthétique une définition des PROMS? Concrètement, quels sont les sujets abordés par ces questionnaires? Des exemples de questions, voilà. Et puis peut-être quelle est la spécificité de ces questionnaires par rapport à un autre questionnaire qui ne serait pas un PROMS. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette question ou ces questions. Alors, il y a eu des excellentes définitions qui ont été données lors de la dernière session des PROMS. Je vais essayer de ne pas m'appesantir dessus. Donc, classiquement, c'est quoi un PROMS? C'est assez simple, hein. Finalement, c'est un questionnaire qui permet d'évaluer l'expérience du point de vue des patients. Alors, certes, l'expérience du point de vue des patients, c'est une valeur qui est centrale, mais enfin, ça peut être compliqué à le comprendre juste au nom de cette valeur-là. Pour vous donner un exemple très concret, eh bien, c'est par exemple, vous avez un patient qui va avoir une indication pour une chirurgie de la colonne vertébrale. Traditionnellement, comment est-ce qu'on va évaluer l'efficacité de cette chirurgie? On va essayer de savoir si, dans le cas d'une hernie discale, l'hernie discale a été enlevée, donc à l'imagerie, présence ou absence. De savoir si, dans le cas d'une chirurgie de stabilisation, il y a eu une amélioration des angles, etc., etc. Donc là encore, on est dans une démarche qui est trop médicale, très médicale. Mais la question, et la question qui doit être centrale finalement en médecine et qui est centrale pour les patients, c'est plutôt celle de savoir, est-ce que la chirurgie a été positive dans ma vie? Typiquement, est-ce que grâce à cette chirurgie, je suis aujourd'hui capable de marcher? Est-ce que grâce à cette chirurgie, je suis capable d'aller au cinéma? Est-ce que je suis capable d'aller au restaurant avec mes proches? Est-ce que je suis capable de maintenir une vie sociale, de faire mes courses? Et donc, dans cette même thématique, de diminuer, pourquoi pas, les médicaments qui, au jour le jour, rongent ma santé mentale. La question des PROMS, c'est donc celle-ci qui est adressée. C'est quelle est l'efficacité en fonction d'un critère qui est celui de l'importance pour le patient et non pas de l'importance en termes strictement médicaux. Et ça, c'est la partie extrêmement importante. Alors, sur une définition, pour rentrer un petit peu plus en détail des PROMS, on peut se poser deux questions. C'est quoi et c'est qui? Alors, le quoi, il est extrêmement important parce que généralement, quand on parle de PROMS, on le réduit souvent à la mesure de la qualité de vie. Or, en fait, la qualité de vie, ce n'est qu'une des nombreuses choses qui peuvent être évaluées par les PROMS. Typiquement, donc, vous avez effectivement la qualité de vie, mais vous avez aussi l'anxiété et la dépression, qui sont finalement des questionnaires qui permettent de mesurer ces états-là. Vous avez le support social, un élément extrêmement important en sociologie. La douleur,
extrêmement important. Comment est-ce qu'on évalue la douleur aujourd'hui? Entre 0 et 10, à combien vous avez mal? C'est un PROM, puisque c'est rapporté exclusivement par le patient. Le fardeau de la maladie, qui est également une dimension extrêmement importante, en particulier quand on parle de développement de traitements et de dispositifs médicaux. Alors, après, il y a une deuxième dimension qui va être extrêmement importante, c'est qui est concerné par ce PROM-là. Et typiquement, ça a été très bien dit la semaine dernière, on a les PROMs génériques, donc qui concernent l'ensemble de la population des personnes atteintes de n'importe quelle maladie, entre guillemets. Et puis, vous avez les PROMs spécifiques qui s'adressent à une pathologie, voire même des fois à des sous-pathologies, à l'intérieur des pathologies, enfin en tout cas des profils qui sont très particuliers. Vous allez me dire, mais c'est un peu du détail, qu'est-ce que ça change? Je vais vous donner un exemple. C'est que quand j'étais au Diabète Lab, on avait réalisé une étude qui s'appelle ProDiab, qui a été publiée, et on a utilisé 2 questionnaires d'évaluation de la qualité de vie. Un questionnaire d'évaluation de la qualité de vie générique qui s'appelle le Q5D, et un questionnaire de l'évaluation de la qualité de vie spécifique aux personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 qui s'appelle l'ADCOL. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que quand on prend la qualité de vie mesurée par un questionnaire générique, la qualité de vie des personnes atteintes d'un diabète de type 1 était meilleure que celle des personnes atteintes d'un diabète de type 2. Et quand on prend un questionnaire d'évaluation de mesures spécifiques, c'est l'inverse. C'est les personnes diabétiques de type 2 qui ont une meilleure qualité de vie. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand vous l'évaluez de façon générique, vous avez toutes les petites choses à côté. Le diabète a des impacts, mais de façon générique, les personnes diabétiques de type 2, elles sont plus âgées que les personnes atteintes d'un diabète de type 1. Et donc en fait, ce qui va un petit peu court-circuiter ou en tout cas parasiter le résultat de l'information, ça va être des facteurs comme l'âge et toutes les comorbidités qui peuvent être à côté. D'où l'importance en fait d'utiliser des questionnaires qui soient génériques ou spécifiques selon les différentes choses que vous voulez évaluer. Alors comment ça se passe pour les patients? Parce que ça c'est aussi une chose qui est importante. La première chose, c'est que peut-être ça ne se passe pas assez, puisque finalement les PROMs aujourd'hui, vous allez nous en reparler juste tout à l'heure, mais ne sont pas tant utilisés que ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, après, quand ils sont utilisés, ça va différer un petit peu selon le contexte. Si on fait en recherche clinique, ça peut être sous format papier, on fait plutôt du numérique aujourd'hui, mais vous nous rapporterez encore des précisions à ce moment-là. Et puis, en situation clinique, peut-être une illustration que je trouve encore plus inspirante et plus intéressante, c'est que finalement, on a des questionnaires validés selon des standards méthodologiques qui peuvent être longs, etc., etc. Et en fait, on se rend compte pendant les consultations que généralement, les professionnels de santé, même s'ils ne connaissent pas le terme de PROMS, même s'ils ne connaissent pas les questionnaires, en fait, ils vont piocher des items qui vont leur permettre de faire leur diagnostic. Par exemple, pour le diagnostic de douleur neuropathique, on utilise un questionnaire qui s'appelle le DN4. Les professionnels de santé ne sont pas là à réciter les 10 items du DN4. Non, non. Au fur et à mesure de la consultation, ils vont sortir. Est-ce que vous avez une sensation de brûlure, une sensation de fourmillement, de picotement? Et donc, ils vont ressortir un petit peu intuitivement. Et donc, c'est ça que je trouve aussi très intéressant en termes de pratique. Et en ce qui concerne les enjeux, sur le recueil des prompts, je ne sais pas si j'ai pas un tout petit peu... c'est tout à fait ça, les enjeux, absolument. Ouais, c'est compliqué de se souvenir de tout. Mais c'est un peu préparé, c'est ça le secret. En ce qui concerne les enjeux, moi, je les classifie en deux points. Le premier, c'est les freins que j'appellerais épistémologiques, donc qui sont associés à une réflexion sociale sur la science, à l'intégration des prompts. Alors la première, c'est que la médecine, si on veut une intégration des prompts, il faut absolument qu'elle soit capable de se décentrer de la biologie. Et je disais, en fait, il n'y a pas de frein a priori à ce que les prompts soient utilisés, parce que l'exemple que j'aime à donner, c'est celui de la douleur. En douleur chronique, vous n'avez aucun examen biologique qui vous permette de montrer de façon objective que la douleur existe. Donc comment font les cliniciens, comment font les chercheurs? Ils utilisent des PROMs. Et ça fait des dizaines d'années que ça se passe avec des PROMs. Et la médecine de la douleur, en cela, est à l'avant-garde de l'utilisation des PROMs. Et on n'en parle pas assez, on parle plutôt de l'oncologie, mais la médecine de la douleur, elle n'utilise par définition que des PROMs. La deuxième chose que je trouve assez intéressante, et là c'est plutôt une réflexion que je vous propose, c'est la question de l'invasivité. Généralement, moi ce que j'entends, c'est je n'ose pas utiliser de questionnaire parce que je trouve que c'est intrusif de rentrer dans la vie des patients. C'est un point que j'entends et vraiment que je soumets à votre réflexion. C'est intéressant parce qu'un médecin a le droit, au sens propre, de déshabiller son patient, et ça ne sera pas considéré comme invasif, mais le médecin ne se sent pas légitime pour poser des questions sur la vie de son patient. Et là, il y a vraisemblablement pour moi quelque chose à travailler, en tout cas quelque chose d'intéressant. Et puis, un dernier point, et là encore, on en reparlera plus loin, mais la prise en compte des PROMs par les autorités de santé. Évidemment, si les PROMs ne servent à rien parce qu'on n'en tient pas compte, quel est l'intérêt de l'utiliser? Ça, c'est un frein qui est absolument majeur. Donc ça, pour moi, ce sont les freins épistémologiques. Et après, il y a des freins pratiques. Et les freins pratiques, ils sont assez simples. À dire que les PROMs, c'est long.
pour pas dire que c'est chiant, excusez-moi, mais c'est long pour les patients et c'est long pour les cliniciens. Des questionnaires, des fois, ils font 36 items pour le SF36, alors le Q5D est très court, il fait 5 questions. L'ADCOL, il est fait 2 fois 18 questions, donc ça fait 36 questions à poser, plus des cotations qui sont complexes. C'est extrêmement long pour le patient, surtout quand il doit en remplir plusieurs, mais c'est aussi très long pour le clinicien ou pour les attachés de recherche clinique lorsqu'ils recueillent les données. Donc ça, c'est un point assez factuel. Deuxième problématique, c'est de trouver le bon prompt. Comment est-ce qu'on fait? En réalité, il y en a beaucoup des proms. Ils sont relativement peu présents, mais il en existe énormément. Comment est-ce qu'on va sélectionner? Comment est-ce qu'on va les trouver? Et puis le dernier point peut-être qui me semble aussi extrêmement important et sur lequel il faut peut-être alerter ou en tout cas informer, c'est qu'aujourd'hui, il y a une démarche qui va vers le copyright des prompts. Et donc les prompts, aujourd'hui, ça coûte très cher. Et donc vous vous dites que évaluer l'expérience patient, ça devrait être quelque chose, enfin, ça pourrait être quelque chose de gratuit. Et en réalité, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc ça, pour moi, c'est un frein. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup pour ces éléments de définition et puis ce panorama aussi des enjeux. On entre effectivement sur le cœur du sujet de notre table ronde, puisqu'on est vraiment sur les enjeux de collecte et de méthodologie sur les prompts. Je me retourne vers vous, Estelle. Donc, vous travaillez chez Carantis, c'est une CRO, donc entreprise qui intervient dans le domaine de la recherche clinique. Donc concrètement, vous accompagnez des promoteurs de la recherche clinique à réaliser les études et donc notamment à collecter les données dans les établissements de santé. Est-ce que vous pourriez nous dire donc, comment sont collectés les prompts donc dans le cadre de cette recherche clinique et puis quels sont les enjeux que vous rencontrez sur le terrain pour collecter ces prompts? Absolument. Merci beaucoup pour ce sujet, cette question et pour cette invitation. Alors, les PROMs ou PRO, ce sont deux synonymes et j'utiliserai probablement de façon alternative l'un ou l'autre. Ça veut vraiment dire la même chose. Ces PRO, en fait, sont collectés tout au long de l'essai clinique. Ça peut démarrer dès les phases de screening, puisque parfois ces mesures de PRO servent à instruire les critères d'inclusion ou exclusion. Ça peut être dès ce moment-là, et sinon, ça se passe tout au long de la phase de traitement et parfois celle de suivi également du patient avant que l'étude ne soit terminée. Alors la collecte des PRO, eh bien, Nicolas l'a dit, c'est pas assez, c'est mieux, c'est de plus en plus. C'est pas encore assez, c'est difficile d'avoir des chiffres très précis qui peuvent renseigner vraiment le nombre d'essais cliniques qui utilisent des PRO. Certaines études disent moins d'un quart, d'autres disent moins de la moitié. Bon, on se contentera un petit peu de ce qu'on trouve. Globalement, l'utilisation des PRO en recherche clinique est croissante, elle est absolument sur le bon chemin, mais on a encore du travail à faire. C'est particulièrement important, d'autant plus que, comme le redisait Nicolas, c'est quand même la seule occasion pendant l'étude clinique d'avoir une information qui vient directement du patient et qui renseigne donc sa symptomatologie, son ressenti par rapport à des données biologiques, d'imagerie ou autres. Alors, comment est-ce qu'on les collecte? Historiquement, bien sûr, c'était des questionnaires fournis sur papier. La technologie qui a envahi nos vies, je ne vous apprends rien, a également envahi le monde de l'essai clinique. Et on peut, du coup, utiliser des solutions numériques pour collecter ces données. Alors, ça apporte évidemment beaucoup de choses. Essentiellement, j'insisterai là-dessus, c'est de la qualité. Vraiment la qualité de la donnée qui est très importante, évidemment, quand on a un protocole et des données à collecter pour répondre à une question spécifique de protocole. Alors la qualité, quoi? Bien sûr, du quand. L'outil numérique permet de tracer le moment de la collecte de la donnée, ça c'est fondamental. Le qui, grâce à l'outil numérique, on va aussi pouvoir savoir quelle est la personne, quels sont les mots de passe et les identifiants qui ont été utilisés pour remplir cette information. C'est quand même beaucoup plus difficile de garantir un accès limité à une page de papier. Ça permet aussi, bien sûr, de réduire la quantité de données manquantes. C'est évident qu'avec des systèmes de rappel, de notification,
utilisé à bon escient, bien sûr. On peut réduire la quantité de données manquantes, rappeler régulièrement au patient qu'il a des informations à compléter à tel ou tel moment de la journée. Et puis, je pense que c'est important aussi de rappeler que non seulement on réduit la quantité de données manquantes, mais on peut aussi, dans des pathologies comme le diabète, par exemple, ça a été démontré, vraiment réduire les problèmes en fait, de sous-déclaration. Il a été démontré que le nombre d'événements hypo- ou hyperglycémiques sous-déclarés réduit énormément avec l'usage du numérique. Donc ça, ce sont tous les avantages que permettent les technologies actuelles. Et ils sont de plus en plus reconnus par tous les acteurs de l'essai clinique. Maintenant, il faut bien sûr garder en tête que ce n'est pas parce que c'est là que c'est présent que ça n'est qu'un monde idéal. Et l'utilisation et la collecte des PRO en fait, contient bien sûr plusieurs enjeux. Alors vous nous avez interrogé sur les enjeux. Pour moi, l'enjeu principal lorsqu'on se met à utiliser ces technologies, c'est fondamentalement de se souvenir au quotidien quels sont nos utilisateurs. Ces outils sont utilisés par des patients qui sont des populations diverses, variées, et ils ont tous des préférences et des besoins différents, bien sûr selon les populations, mais même au niveau individuel. Il est inconcevable de penser qu'un ensemble de patients auront tous le même mode de vie, les mêmes envies, les mêmes besoins. C'est évident qu'il faut apporter de la flexibilité dans les modes de collecte, être capable de proposer à un patient de collecter ces informations, soit par son propre téléphone, soit avec une tablette qui sera fournie par les fournisseurs de solutions, ou d'utiliser un ordinateur selon le mode de vie et les préférences du patient. C'est évident aussi qu'il faut être capable de proposer un peu de flexibilité dans les périodes, par exemple, les moments de collecte, la fenêtre qu'on va proposer au patient pour remplir sa donnée. Toute cette flexibilité, elle est indispensable, mais elle ne suffit pas. Pour moi, il y a un deuxième gros enjeu qui est vraiment d'anticiper les besoins de formation. Et quand je dis formation, il ne s'agit pas que de former nos patients à utiliser les outils. Alors évidemment, il faut les former à utiliser ces outils. C'est obligatoire, c'est exigé par les instances réglementaires et c'est bien normal. Mais au-delà de l'utilisation du matériel, c'est vraiment accompagner les patients dans la compréhension aussi de la valeur de la donnée qu'ils vont fournir. Rappeler à un patient pourquoi c'est si important qu'il soit observant, pourquoi c'est si important qu'il remplisse son questionnaire tous les jours, pourquoi l'heure compte, pourquoi l'ordre des questionnaires compte. Toute cette information fournie au patient, ça va engager notre patient, ça va lui faire le faire revenir complètement au pourquoi de la collecte de cette donnée. Ça va donner du sens et ça va engager le patient dans la totalité de son essai. Et puis je terminerai par un dernier enjeu qui n'est pas des moindres non plus. On parle beaucoup d'engager nos patients et de travailler avec eux et de comprendre leurs besoins. Et je ne débat pas ça et je suis bien sûr entièrement en accord avec ça. Il ne faut pas oublier non plus les sites. Les sites investigateurs sont des parties prenantes fondamentales, des acteurs clés de l'essai clinique. Les sites avec lesquels on travaille, on le sait tous, ont également une charge très conséquente de l'essai clinique. Ce n'est pas la peine, je pense, d'élaborer ici sur les conditions dans lesquelles on travaille à l'hôpital en ce moment. Ne pas oublier aussi de réduire les contraintes également pour les sites investigateurs et de penser à des solutions et des intégrations de solutions intelligentes pour contribuer à réduire un petit peu le poids de l'essai clinique pour eux aussi. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers vous, Laura. Vous travaillez chez Bayer Healthcare. Comment est-ce que une entreprise du médicament choisit ses proms? On a eu plusieurs éléments dans les deux interventions précédentes sur les différents types de questionnaires et les différentes difficultés que ça peut présenter et les enjeux à mettre en œuvre. Aujourd'hui, voilà, globalement, comment est-ce que l'entreprise, au moment de l'essai, identifie les questionnaires qu'elle souhaite poser aux patients? Bonsoir, merci pour cette invitation et merci pour la question. Alors,
peut-être simplement repréciser, et beaucoup a déjà été dit par Estelle et Nicolas, qu'il y a 2 niveaux en entreprise. Ce qu'on appelle donc au niveau du global, la maison mère, et au niveau de la filiale. Et donc, dans notre cas, en France. Au niveau du global, les décisions vont être pour des accès, la définition de tous les essais cliniques, donc tous les centres qui vont être sélectionnés, et dans la finalité pour avoir l'autorisation européenne de mise sur le marché. Au niveau de la filiale, on peut donc sélectionner des PROMS dans le cadre de l'accès précoce, de la demande de remboursement, des négociations de prix, donc avec l'autorité du CEPS, et les études de suivi de commercialisation, ce qu'on appelle les données de vraie vie, et également les pratiques courantes. Donc ces 2 niveaux-là sont importants à comprendre, et du coup, la sélection des PROMS, puisque c'est à l'échelle mondiale, il faut, et on l'a déjà dit, doit absolument être traduit. Et il y a une importance que tous les questionnaires soient traduits dans les pays où il va y avoir des centres d'essais cliniques, afin justement qu'il y ait une compréhension pour tous les patients qui vont rentrer dans les essais cliniques, mais également aussi qu'il y ait une traduction assez fiable par rapport aux aspects culturels. Donc ça, c'est un aspect très important pour que justement on puisse faire la comparaison des données à l'échelle mondiale, et les autorisations, si on prend à l'échelle européenne, sont centralisées au niveau européen. Donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, le point qu'il faut aussi avoir en tête, donc comme ça a été dit par Nicolas, donc il y a les PROMS qui sont sélectionnés pour soit génériques, soit quand ils sont existants, puisque parfois ils ne sont pas existants quand ils sont spécifiques pour une pathologie. Donc on n'a pas toujours le choix aussi du type de PROMS que l'on peut sélectionner selon les pathologies, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on part de plus en plus vers de la médecine de précision, donc des pathologies qui touchent une poignée de patients, et par conséquent, les PROMS ne sont pas existants. Et enfin, un point que j'aimerais rajouter, c'est vraiment que c'est en concertation absolue avec les autorités. Il faut savoir qu'on dépose un protocole, donc nous, en termes d'entreprise, déjà très en amont, on sélectionne les PROMS en concertation avec les professionnels de santé et avec de plus en plus les associations de patients. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée qui se retrouve dans quasiment tous les laboratoires. Aujourd'hui, c'est vraiment ancré que les associations de patients participent en fait très très en amont, avant la définition des protocoles d'études. Et ensuite, c'est déposé auprès des autorités, donc ce qu'on appelle le CPP, le comité de protection des personnes. Donc c'est un comité éthique qui va évaluer la quantité de PROMS. Comme Nicolas l'a dit, c'est vrai que parfois on peut être amené à sélectionner plusieurs PROMS, surtout s'il n'y en a pas un spécifique pour la pathologie dans laquelle le médicament est développé. Et de ce fait, le comité peut soit en enlever, soit en rajouter. Donc c'est vraiment en concertation, que ce soit au niveau du global ou au niveau du pays. Voilà. Merci, merci Laura. Donc effectivement, là, on a couvert les aspects plutôt recherche clinique. Grégory, vous êtes président de la société PromTime, qui est spécialisée dans l'élaboration de PROMS pour les pratiques des professionnels de santé. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus précisément comment est-ce que vous utilisez les PROMS là, dans la prise en charge des patients au quotidien et finalement dans la pratique des professionnels de santé? En fait, PromTime est architecte de registre PROM. Et l'idée de registre, c'est l'idée de standardiser, en fait, pour éviter que l'équipe A ou l'industriel A travaille sur son PROM pour une pathologie. Un industriel B qui travaille sur la même pathologie va bricoler son PROM de son côté, et qu'à la fin, A et B ne pourront jamais se comparer, les payeurs non plus, et les sociétés savantes ne pourront pas en tirer des conclusions en termes de guidelines. Donc, qu'est-ce qu'un PROM? Vous me demandez comment on le collecte. La première question qu'on doit se poser avant de dire comment, c'est pourquoi on collecte. Un PROM consiste à mesurer si un traitement a été bénéfique pour le patient, si le traitement a fonctionné. Donc,
à la différence des PREM, le E de PREM, c'est Patient Reported Experience Measure, c'est l'expérience dont vous parliez, qui est totalement différente du résultat. Le résultat rapporté par le patient, c'est le PROM, Patient Reported Outcome Measure, c'est dire globalement, ce traitement, cet épisode de soins, m'a permis d'améliorer mon bien-être, ma qualité de vie, ma récupération fonctionnelle, mon autonomie, indépendamment de l'accueil qui m'a été réservé durant un séjour hospitalier. C'est important de le préciser parce qu'on a souvent en fait une sorte de confusion entre expérience et résultats rapportés par le patient. C'est très important de le rappeler. Alors, est-ce que le traitement fonctionne? Comment et pourquoi? Pourquoi? Pour vérifier si le traitement a fonctionné. Et pourquoi est-ce qu'on pose la question de mesurer ou de quantifier le bénéfice clinique pour le patient? Parce que 30% en moyenne des soins sont gaspillés dans des traitements inutiles et des complications évitables. 30%. Donc on parle de revaloriser l'innovation. Commençons par réduire des actes finalement non pertinents qui ne vont pas améliorer le patient. Et pour le savoir, il faut s'adosser à un registre. Et si on bricole les PROM dans son coin, on ne parviendra jamais à standardiser ni à comparer, donc on n'atteindra pas l'objectif d'améliorer les soins et de les revaloriser. Donc, ce registre implique une sorte de consensus d'experts sur quel questionnaire utiliser, quel questionnaire PROM utiliser. Et c'est ce que font des grandes démarches internationales de standardisation, dont ICHOM, l'International Consortium for Health Outcomes Measurement, qui va pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate, pour la prothèse de hanche, pour la cataracte, définir en fait un set, c'est-à-dire un ensemble, un dictionnaire de données de questions PROM qui sont couplées à des questions CROM. Les questions CROM, c'est les Clinician Reported Outcome Measures, c'est-à-dire les données de résultats rapportés par le clinicien. Ces données, en fait, elles sont normalement, théoriquement, déjà mesurées et dans le dossier patient. Donc toute la difficulté, c'est quand on a une population de patients, un grand échantillon de patients, ça va être en fait de croiser les données rapportées par le clinicien avec les données rapportées par le patient. Parce que la vérité sur le succès d'un traitement se situe à mi-chemin entre ces deux vérités-là. Une fois qu'on a les données patients, c'est facile pour les collecter, c'est du SMS, c'est de l'email. Donc concrètement, là, pour PromTime, vous me posiez la question, le praticien abonné PromTime va renseigner un patient avec son email, son SMS et nous délègue en fait la possibilité de contacter au nom du praticien le patient pour qu'il remplisse les 7 à 10 questions, pas plus, avec un questionnaire standardisé, validé à l'échelle internationale et également traduit selon des guidelines bien spécifiques pour s'assurer de la cohérence psychométrique de l'instrument, c'est-à-dire des questions. Une fois qu'on a ça, il est très important de prendre les données CROM de ce patient qui sont dans le logiciel métier du praticien. Donc ça peut être des données qui peuvent, si on prend la cataracte, être l'acuité visuelle ou des comorbidités qui vont faire qu'on va se rendre compte que ce n'est pas un patient au hasard, c'est un patient avec un glaucome, une DMLA, donc c'est un patient sévère. Et on peut qualifier en fait la sévérité du patient et de son profil. D'autres ont une cataracte simple, c'est un patient non sévère. Et il y a des patients intermédiaires. On a travaillé avec la Société savante pour définir 3 catégories de patients. Et on va donc qualifier ces patients selon des case mix et comparer en fait des équipes médicales selon une méthode standardisée qui va comparer les patients sévères entre eux, non sévères entre eux, sinon on compare des pommes et des camions. Et il est très important d'effectuer ce travail d'homogénéisation statistique, sans quoi toute comparaison est impossible. Pourquoi la finalité en fait, des PROM, c'est de se comparer? Parce que l'objectif n'est pas de se regarder le nombril dans le miroir. L'objectif, c'est de s'améliorer. On ne peut s'améliorer qu'en se comparant. Et en comparant les patients et les équipes. Donc l'objectif du registre, c'est de standardiser pour se comparer. C'est pour ça que la question de quel est le PROM qu'il faut choisir et comment le choisir est une fausse bonne question. Parce que ce standard existe dans à peu près 60% des pathologies aujourd'hui référencées dans la liste de l'OMS. Et pour les autres, bien sûr, il y a toujours cette possibilité de choix, mais le registre
vous impose en fait le PROM qui a été validé à l'échelle internationale pour que les équipes puissent se comparer. Et tout design ou bricolage de PROM est extrêmement compliqué. En termes de validation psychométrique, ça prend des années. Donc, je recommande pour les non-experts de ne pas s'aventurer à essayer d'inventer ou bricoler un petit questionnaire qui conviendrait, de rentrer dans cette démarche de collecte qui doit être standardisée, non seulement sur les questions, mais également sur les time points, c'est-à-dire le calendrier de collecte est standardisé, et puis surtout cette stratification de la population dans des groupes de sévérité statistiquement homogènes. Une fois qu'on se compare, il faut s'assurer de mettre les éléphants dans la pièce à l'extérieur de la pièce. Quels sont les éléphants dans la pièce? C'est globalement les biais sélectifs. C'est-à-dire qu'on va prendre ou trier certains patients qui nous intéressent, qui nous avantagent, ou bien certains patients vont eux-mêmes se trier parce qu'ils sont plus jeunes, donc ils vont répondre aux SMS, tandis que quand on a une rupture numérique, certains patients un peu plus seniors ne vont pas répondre aux SMS. Ce sont des biais sélectifs qui vont mettre à plat tout le registre. Donc pour ça, il faut s'assurer en fait qu'il y ait un organisme tiers indépendant, qui est PromTime en l'occurrence, qui va recevoir un mandat très clair de la part de la société savante pour créer un registre dont la société savante a les clés, de manière à ce que ce registre s'assure et audite de l'indépendance des données et de la prévention des biais. Vous avez parfois la sous-évaluation par le patient de sa qualité de vie. Le patient s'est souvent accoutumé à son handicap, et le fait qu'il s'accoutume à ses handicaps ou à sa qualité de vie réduite va faire qu'il va surévaluer cette qualité de vie. Et le jour où le traitement fonctionne, il va réaliser qu'en fait, il avait surévalué cette qualité de vie. Donc, on corrige cela par différents types de questions psychométriques après le traitement pour demander au patient si, avant le traitement, il aurait répondu pareil en connaissant, après le traitement, cette amélioration, ce qui permet aussi d'éviter certains biais. Bon, globalement, est-ce que ça marche? Ce qu'on a pu démontrer avec PromTime, c'est que oui, ça marche. Donc, avec toute on va dire une série de techniques et d'outils, on a à peu près 72% de taux de réponse au deuxième PROM, c'est-à-dire le PROM où tout le monde est lassé de répondre aux 11 questions ou aux 9 questions qu'on a selon les registres. On le fait pour le canal carpien, on le fait pour la maternité, on le fait là, on démarre pour tout ce qui va concerner les audioprothèses, l'audiologie, et on le fait pour la cataracte. Mais le plus important, c'est qu'entre avant et après, les praticiens et les gains de santé augmentent en 24 mois de 17%, à coût constant. C'est-à-dire qu'en 24 mois, les praticiens qui considèrent être déjà des experts et des personnes très expérimentées dans leur domaine améliorent le gain de santé moyen de leur population de patients de 17%. Et 40% d'entre eux déclarent que dans les 18 mois, ils ont changé leur comportement et leur pratique depuis qu'ils utilisent en fait les PROM avec les patients. C'est presque un praticien sur deux. Donc ces résultats sont très importants, ils sont à ce jour inégalés, y compris en termes de pratique professionnelle. On n'a à ce jour jamais pu rencontrer par toutes les politiques de prévention qui ont été mises en place, le DPC, la formation, etc., tout ce qui vise à favoriser le changement de pratique, on n'a jamais pu voir des changements aussi rapides et aussi profonds qui n'atteignent pas seulement le comportement, mais le résultat patient. Est-ce que le patient, il a un retour sur ce questionnaire? Est-ce qu'il sur les résultats, est-ce qu'il en échange avec son professionnel de santé? Il reçoit son questionnaire, il reçoit son gain de santé. Alors le gain de santé, c'est un score qu'on a élaboré qui est le score PROM après moins le score avant traitement. Et la différence après moins avant, c'est le gain de santé, c'est-à-dire le bénéfice. Et le patient reçoit son gain de santé, c'est-à-dire que ce gain de santé lui est renvoyé par SMS de manière à ce qu'il puisse évaluer quel est finalement le bénéfice du traitement dont il a pu bénéficier dans son quotidien. Donc ce score lui est renvoyé. Il peut même, c'est sur quoi on travaille, sur mon espace santé, essayer de le charger de manière à ce qu'il puisse également le partager. Et ce qu'on met également en place, puisqu'on est vraiment dans une logique de benchmark et de comparaison, c'est qu'avec les ARS et les CEPAM, sur Amélie Pro, les professionnels qui sont dans cette démarche volontariste, on ne force personne, tout le monde est libre d'adhérer ou pas au registre. Il n'y a aucune obligation. Mais les professionnels peuvent également être cités dans la liste ou le tableau d'honneur des praticiens qui acceptent d'être dans cette démarche de mesure et de comparaison,
dans un esprit d'excellence et d'amélioration continue. C'est également le cas pour l'ARS, et les patients et les praticiens sont généralement volontaristes, en tout cas pour, entre guillemets, les champions, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à avoir un rôle pionnier et moteur par rapport à cette démarche. D'accord, merci. Du coup, on voit bien effectivement l'enjeu, l'intérêt des proms, que ce soit dans la recherche clinique, dans les pratiques, pour le suivi des patients. On a vu des enjeux aussi, les uns les autres, vous les aviez partagés. Je voulais avoir votre point de vue aussi sur les leviers. Aujourd'hui, on en a mentionné certains, mais les leviers pour favoriser l'usage des proms dans la recherche clinique, notamment Estelle. Qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser une meilleure adhésion des patients? Vous parliez de sensibilisation, de formation de professionnels de santé, autres leviers aussi. Oui, merci pour cette question. Donc effectivement, il faut faire croître encore cette utilisation, cette collecte de données. Donc voilà, je précise que là, je recentre un petit peu sur la recherche, et le contexte est quand même fondamentalement assez différent de celui qui a été décrit par Grégory. Alors, pour moi, un levier fondamental, c'est un petit peu ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est valoriser vraiment cette donnée. Pour moi, on n'arrivera pas à faire croître l'usage et l'adoption si on n'a pas d'abord commencé par redonner toute sa valeur à la donnée collectée par ce PROM ou ce PRO. Pour valoriser en fait la donnée du patient, il faut qu'elle soit reconnue. Alors il faut qu'elle soit reconnue par tous les acteurs de l'essai clinique. Alors reconnue par bien sûr les sponsors des essais cliniques qui font croître l'usage des PRO. Mais là aussi, je crois qu'il y a quand même encore un peu de chemin. Il y a encore trop malheureusement de données de PRO qui n'instruisent pas en fait le résumé des caractéristiques du produit. Il y a beaucoup de données de PRO qui ne sont même pas rapportées, qui ne sont pas publiées alors qu'elles ont été collectées et on sait l'enjeu, la complexité de la mise en place des traductions, le temps de passer par les patients à répondre. Donc tout ça, c'est un énorme investissement. Et je pense qu'il faut faire encore un meilleur usage, même s'il s'accroît régulièrement, il faut encore faire un meilleur usage de ces données collectées. Une reconnaissance aussi de la valeur de ces données par les instances réglementaires. Alors, c'est également en pleine croissance, on le voit. On le voit, les instances réglementaires acceptent de plus en plus de mettre sur le marché et donc d'intégrer effectivement dans le SMPC aux États-Unis, le RCP pour nous, des données de PRO. Les derniers chiffres que j'ai trouvés sur une enquête qui a été réalisée pour des études entre 2016 et 2020, et donc le nombre de nouveaux produits, nouvelles applications en fait, entre 2016 et 2020 auprès de la FDA, il y aurait eu un quart en fait de ces applications qui contiennent des données de PRO pour lesquelles une demande d'information, d'inclusion de cette information dans le label aurait été faite. C'est bien, mais c'est pas encore assez. Faisons avancer encore ça. Peut-être qu'une autre valorisation, c'est tout simplement qu'elle soit faite par le patient pour le patient. Et donc, exprimons aussi un peu de gratitude auprès des patients qui fournissent toute cette information. Je pense qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, leur rappeler le pourquoi. Pourquoi cette information, la valeur de cette donnée quand elle est fournie, et puis aller jusqu'au bout. Leur rappeler au début pourquoi ils la fournissent, et puis peut-être à la fin de l'étude aussi leur fournir les résultats, bien sûr, de l'étude, alors des données agrégées les concernant, mais je pense qu'on peut imaginer, bien sûr, construire des résumés simples, didactiques, un petit peu vulgarisés pour que les patients voient les résultats des études auxquelles ils ont contribué. Un deuxième levier, à mon avis, c'est de faire croître la pertinence, effectivement, des questionnaires et des questions posées. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, heureusement, on utilise des questionnaires qui sont des questionnaires validés, dont la valeur psychométrique a été confirmée par des études scientifiques menées généralement par des auteurs. Et heureusement que c'est là. Heureusement qu'on fait comme ça. Ça a été discuté à la session de la semaine dernière. Ça a été rappelé par Nicolas. Heureusement que c'est fait. Maintenant, ça pose quand même une problématique.
beaucoup de ces questionnaires ont été créés il y a des années. Il y en a qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Est-ce que la façon dont sont posées les questions aujourd'hui est encore pertinente? Est-ce que toute la connaissance qu'on a aussi acquise depuis 30 ou 40 ans sur des pathologies ne permettrait pas d'envisager une évolution quand même de ces questionnaires et de travailler avec les auteurs pour proposer des versions mises à jour de questionnaires qui ne sont pas forcément adaptés. Je pense aussi au manque, ça a été évoqué, au manque de questionnaires spécifiques dans certaines pathologies. Je crois que ça a été également discuté la semaine dernière avec l'exemple des maladies rares. Il existe encore beaucoup de maladies pour lesquelles on n'a pas de mesures adaptées, spécifiques. Et quand on travaille un petit peu avec les associations de patients, elles nous le disent. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu la chance de rencontrer encore des représentants d'une association de patients dans l'ataxie de Friedreich, maladie neurodégénérative rare. Et ils nous ont rappelé à quel point les questions qui leur étaient posées ne concernaient pas les symptômes qui, pour eux, étaient les plus problématiques. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, travailler avec les patients pour faire croître la pertinence des questions posées. Et là, ce sera un levier énorme pour valoriser en fait, la donnée collectée par le PRO. Et enfin, avant de repasser la parole, je pense que là, on a encore aussi un autre levier plus de notre côté, qui est vraiment de faire croître, bien sûr, la flexibilité et la facilité avec laquelle on peut utiliser les outils pour fournir ces données. Et donc, bien sûr, travaillons de façon intelligente avec les patients, avec les sites qui nous conseillent, qui nous recommandent beaucoup pour fournir des solutions adaptées, simples d'utilisation, le plus possible, et travailler à des solutions intégrées pour réduire vraiment le poids que peut représenter aussi la technologie numérique dans la vie du patient. Merci beaucoup Estelle. Même question, Grégory, sur le volet des pratiques des professionnels de santé, des leviers identifiés pour favoriser le développement des PROMS. Vous parliez aussi du rôle des sociétés savantes et peut-être, je me disais, des enseignements que vous auriez pu éventuellement tirer de nos voisins européens qui peut-être utilisent les PROMS de façon différente. Non, les enseignements à l'étranger, c'est le registre et la gouvernance du registre par une société savante. On peut évidemment impliquer, et on doit impliquer les associations de patients. C'est fondamental, mais c'est quand même les professionnels et les sociétés savantes qui peuvent mettre en place ces registres. Pourquoi on parle de registre plutôt qu'essai? Ou même une cohorte. Une cohorte comme un essai, c'est borné dans le temps. Ça démarre et ça s'arrête. Okay, donc, en termes d'inclusion, on a un budget et on essaye en plus de standardiser la collecte, l'inclusion, les indications, etc. Donc c'est tellement standardisé que ça devient non pas un essai réel, mais presque irréel, parce que dans la vie réelle, tout est déstandardisé. On prescrit le mauvais médicament au mauvais moment, au mauvais patient, le patient n'est pas observant, les doses ne sont pas toujours bien adaptées, etc. etc. Donc l'idée du registre, c'est de ne pas être borné dans le temps, donc d'être infini, et d'autre part, de suivre comment, en vie réelle, le bruit, c'est-à-dire l'entropie, le désordre, vient en fait contaminer le soin, éroder le bien-être des patients, et comment on peut en tirer des leçons pour s'améliorer. Donc la finalité, c'est pas d'obtenir un remboursement, la finalité, c'est d'obtenir un meilleur gain de santé pour le patient. C'est ça la finalité qu'on mesure. Et pour ça, on définit un score. Donc, le fait qu'on soit dans un registre et que ce registre soit agnostique du traitement A, B, C, D, E ou du parcours X, Y, Z, agnostique, fait qu'on va pouvoir isoler quels sont les meilleurs gains de santé pour les meilleurs patients, pour les profils de patients sévères, intermédiaires, non sévères, et revenir ensuite sur les pratiques et les produits. Donc ça, c'est très important de fonctionner sur un registre, d'une part, qui n'est pas borné dans le temps, d'autre part. Et puis, pour un cas d'usage bien spécifique, vous posiez la question de l'intérêt. Il y a 4 intérêts. Le premier intérêt, c'est en gros la rémunération. L'autre intérêt, ça peut être l'achat.
Un autre intérêt, c'est la visibilité ou la reconnaissance des pairs. Et le dernier, c'est la recherche. La recherche, par exemple, c'est l'étude TASTE en Suède, où il y a un registre. On parle là d'un registre qui s'appelle Sweetheart en cardiologie sur les coronaropathies. Et on a, dans ce registre, 30 ans ou 40 ans de recul sur les maladies coronaires. Medtronic et Terumo décident en fait de tester une nouvelle technique de thrombectomie, c'est-à-dire on va retirer en fait le caillot mécaniquement et veulent vérifier l'impact sur la mortalité. 2 études sont menées en parallèle. Un essai clinique classique, Randomized Controlled Trial, donc RCT, et un registre, et on fait du Registry Randomized Controlled Trial, c'est-à-dire qu'on va randomiser les patients qui sont déjà dans le registre et on va, avec les PROM, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. On arrive au même résultat. Ça n'a aucun intérêt, la thrombectomie ne marche pas. Donc Terumo et Medtronic ont abandonné cette approche. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a 30 fois moins de coûts dans le registre que dans l'essai clinique. C'est-à-dire que le coût est 30 fois inférieur parce que le registre qui existe permet des carottages qui sont permanents et des carottages qui peuvent intervenir avec derrière une randomisation et on peut tailler en fait l'échantillon et vérifier en fait comment le registre parle. Donc ça, c'est sur la recherche. Maintenant, pour faire court, la visibilité, dès lors qu'on est dans une démarche de benchmark, que les résultats sont connus des patients et des professionnels, eh bien sûr qu'il y a de la reconnaissance, il y a de la fierté, et c'est cette motivation intrinsèque des praticiens qui les pousse à rentrer dans ce volontariat pour effectuer de la recherche. Si vous avez des praticiens motivés, vous aurez derrière des patients qui rentreront et qui répondront aux PROM. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager et inciter les praticiens à être motivés? Au-delà de la visibilité, au-delà de la recherche, ça peut être la rémunération, IFAC, incitation financière à l'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, c'est une enveloppe qui va peut-être passer à 1 milliard d'euros. Il n'y a que les PREM et pas les PROM qui sont financés. Peut-être que c'est une piste. L'autre point, c'est tout ce qui va concerner la certification périodique des professionnels. On a une des briques que la HAS prévoit, c'est l'évaluation des pratiques. Bon, l'évaluation des pratiques, c'est également le registre qui permettrait en fait de voir si le praticien rentre dans cette démarche. Et ça ne veut pas dire qu'on va sanctionner des praticiens qui ont de mauvais résultats. C'est simplement dire, soit vous rentrez dans cette démarche d'amélioration continue, dans cette communauté de pratique, soit vous décidez de vous mettre en marge et de ne pas vous comparer. Tout le monde est libre. Néanmoins, il faut absolument qu'on incite par la certification non seulement des professionnels, mais également des établissements. Et le dernier point, c'est l'achat. L'achat à la valeur. On arrête d'acheter des boîtes. Hein. Ça, c'était l'ancien monde, où il y avait une course folle au volume, et on achetait des boîtes et on négociait 13 à la douzaine. Là, on rentre dans une logique où on achète des outcomes. Acheter des outcomes, c'est dire, à travers un registre, qu'on veut mesurer pour le produit X, Y, Z, et ce case mix de patients bien précis, quel est le gain de santé de chaque patient. Et le fait que l'on puisse lancer des appels d'offres adossés à un registre qui permettent de mettre en concurrence différents types de produits et de vérifier en vie réelle, avec le bruit de la vie réelle, et dans le temps long parfois, parce que les complications interviennent au-delà de 6 mois, eh bien, c'est un nouveau modèle. Et ce modèle, en fait, d'achat public adossé sur un registre est aujourd'hui en cours de déploiement. C'est ce que nous faisons, nous, avec différents acteurs publics pour différentes pathologies. Voilà, donc c'est ces 4 intérêts qui incitent et qui convergent, parce que le plus petit dénominateur commun, ça reste le patient, mais surtout, est-ce que le traitement a fonctionné du point de vue du patient? C'est ça la question qui fédère en fait tous les acteurs. D'accord, merci. Pour étendre un petit peu notre sujet, Nicolas, vous travaillez sur la plateforme Moi Patient, qui produit des enquêtes, des données que vous collectez auprès d'une communauté de patients. Comment est-ce que ces enquêtes peuvent être complémentaires par rapport aux PROMS, ce qui est recueilli dans les PROMS? On a bien vu les usages des PROMS, et voilà, comment est-ce que ça peut venir en complément ou apporter d'autres choses? Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans la définition qu'on a donnée des PROM, on est resté sur les questionnaires qui sont validés, mais enfin la validation, c'est avant tout une question de chercheur, c'est pas forcément une question de patient. Donc déjà, on pourrait questionner ce cadre-là. Et dans ce contexte-là, j'aurais envie de dire, déjà, une des places des associations de patients et des patients de façon encore plus importante, c'est qu'est-ce qui est important pour eux? Et ça, en vrai,
bah, ce n'est pas forcément les professionnels de santé qui sont capables de le déterminer. Je vais vous donner un exemple d'une étude qui a été accompagnée par moi patient. C'était une étude qui a été réalisée par l'Association francophone pour vaincre les douleurs sur l'impact des effets indésirables des traitements médicamenteux sur les douleurs neuropathiques. C'est hyper intéressant parce que jusqu'à présent, on s'était dit, bah oui, les traitements médicamenteux, ça permet d'éviter la douleur. Oui, mais on ne s'était pas posé la question de savoir s'ils n'impactaient pas la qualité de vie des patients à cause des effets indésirables. Et donc ça, grâce à ce genre de travail, bah, c'était déjà dire, là, il y a un outcome qui est important pour les patients et peut-être qu'il devrait y avoir des professionnels de santé qui devraient travailler pour produire un PROM. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, eh bien, c'est participer au développement de ces questionnaires-là. Ça, c'est un point qui est important. La question a été posée la semaine dernière. Les patients participent-ils au développement des questionnaires? La question est à nouveau posée. Et la question est à nouveau posée. Donc, j'avais mis dans le chat la semaine dernière qu'il y avait une étude qui date de 2017, donc qui est un peu ancienne, qui faisait l'étude sur 183 proms. Il disait, mais il y a 25% des proms qui étaient recensés, dont le développement n'était pas fait avec des patients. C'est-à-dire que les questions n'étaient pas posées par les patients. Et puis, peut-être, chose encore plus intéressante, ce qu'on veut essayer d'adresser quand on fait du développement de questionnaire, c'est ce qu'on appelle la validité de face. C'est-à-dire, est-ce que la question, elle est compréhensible? Mais ça, il n'y a que des patients qui peuvent y répondre, certainement pas des professionnels de santé ou des gens comme moi avec un bac plus 12. On n'est pas du tout dans la vie des patients, on n'a pas du tout les mêmes façons de penser. Chaque patient est unique, chaque patient a ses conditions, vous l'avez très bien rappelé. Certainement pas celle des médecins et non plus celle des chercheurs. Donc ça, c'est une deuxième forme qui est celle de l'inclusion. Moi, je voulais vous donner... Enfin voilà. Et puis... un point qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on est parti sur du quantitatif, mais les plateformes telles que Moi Patient, mais telles que le Diabète Lab, telles que plein d'autres structures de recherche associative, ce qu'elles proposent aussi, c'est d'aller sur d'autres méthodologies. Là, on est sur du quantitatif avec des registres, des RCT, etc., etc. Mais enfin bon, pour les patients, ce qui importe aussi, c'est les recherches qualitatives, parce qu'on se rend bien compte que sur les questionnaires quantitatifs, on a des effets de positionnement selon comment la question est adressée et qu'on n'aura jamais la même finesse que sur du qualitatif. Et là, les associations de patients, et là, les patients, et là, surtout la voix des patients, au service des patients, c'est des éléments qui sont radicalement, qui sont particulièrement importants. Voilà. Je précise que 100% des questionnaires PROM d'ICHOM impliquent des patients dans la validation. C'est une méthode Delphi. Il n'y a pas un questionnaire de l'International Consortium for Health Outcome Measurement qui n'intègre pas à T0 jusqu'à la fin les patients dans le screening des questions et leur formulation. Effectivement, quand on parlait de choisir, il faut faire très très attention, et Nicolas a raison, d'aller sourcer en fait le PROM. Et ce qu'on peut même dire, c'est qu'il y a deux grands critères. C'est non seulement leur validation par les patients, qui est indispensable, leur standardisation, ça c'est un deuxième critère. Il y a un troisième critère, c'est choisir son PROM, c'est choisir avec qui on se compare. Puisque la logique, c'est de se comparer. De se regarder, encore une fois, le nez dans le nombril dans le miroir, ça ne sert à rien. Mais de se comparer, si on choisit un PROM avec d'autres acteurs qui ont déjà choisi ce PROM, c'est qu'on rentre en fait dans cette amélioration continue avec ces autres acteurs. Et si on reste isolé, qu'on choisit un PROM que personne n'utilise, c'est que finalement, on accepte de se mettre soi-même à l'écart. Et derrière, la publication des résultats et leur opposabilité scientifique sera sujette à caution. Donc c'est ça le véritable choix. Est-ce qu'on est registre compatible? Est-ce qu'on accepte une standardisation avec une amélioration collégiale, collective, ou est-ce qu'on décide au contraire d'être isolé et de se mettre à l'écart tout seul en essayant de bricoler son petit PROM dans son coin? Ça, je pense que c'est une question très importante. Et du côté des entreprises du médicament, quelles sont les perspectives, Laura, pour l'usage des mesures patients, PROMS et autres données peut-être qui peuvent être aussi utiles dans le cadre du médicament? Alors moi, j'aimerais juste repréciser une chose qui n'a pas été dite, c'est en termes de recrutement dans les essais cliniques. Je pense qu'avant de parler de PROM, c'est déjà voir les enjeux de recrutement. C'est un véritable, en préparant justement cette table ronde avec les équipes des opérations cliniques, c'est un point. Mis à part l'oncologie, il faut savoir qu'il y a quand même une difficulté à ce que les patients post-Covid, en plus, il y a quand même eu beaucoup de réticences, on a entendu beaucoup de choses. La terminologie qui est utilisée est fait, on risque d'avoir le placebo pour beaucoup dans la collectivité générale, c'est de se dire que c'est ne pas avoir de médicaments. Donc il faut déjà changer la sémantique. Il faut aussi que
les personnes qui veulent rentrer dans les essais cliniques comprennent beaucoup plus l'importance, parce que la finalité reste quand même d'avoir accès à un traitement. Donc ça, c'est ce qui anime le patient avant qu'il y ait la comparaison, c'est vraiment d'avoir l'opportunité d'avoir accès à un traitement pour lui-même dans l'essai clinique et a posteriori une fois que le médicament est disponible pour d'autres. Donc ça, c'est un point que je voulais dire et ça a été évoqué par vous. En effet, on voit aussi la représentativité des patients qui est assez difficile. Le ratio homme-femme, les populations un petit peu plus défavorisées, les personnes âgées également. On a parlé de l'illettrisme numérique. C'est une réalité. Et de ce fait, on voit qu'il y a besoin de se pencher sur comment on repense cette collecte de données et qu'on va plus loin également par rapport aux proms. Nicolas l'a dit, on a d'autres leviers que simplement les proms. L'aspect qualitatif, on le voit aujourd'hui quand on va partir sur des thérapies géniques et cellulaires, où ce sont des poignées de patients, c'est vraiment le qualitatif qui va ressortir. Ça va être plus du subjectif et à ce moment-là, ça va être comment les autorités vont aussi intégrer ces données. Nous, ce qu'on fait face aujourd'hui en tant qu'industriel, c'est vraiment cet aspect de reconnaissance, ça a été évoqué, par les autorités. On intègre des proms dans nos essais cliniques parce qu'on veut et on s'intéresse et on veut avoir le ressenti du patient pendant toute la phase du développement du médicament. Ce à quoi on fait face, et on a fait cette étude au sein du LEM, les autorités qui évaluent n'ont pas forcément la même considération pour certaines données et se limitent sur certains questionnaires. On l'a vu en Hollande ou en Suède, ça a été évoqué, où des données beaucoup plus qualitatives que quantitatives sont intégrées aujourd'hui par les autorités pour l'accès aux médicaments. Je pense que ce sont des pistes aussi aujourd'hui à voir comment la contribution des associations de patients, par exemple, au moment du dépôt des dossiers au niveau de la HAS, comment les autorités demain peuvent davantage reconnaître ces données qui sont collectées par moi patient ou pour le Diabète Lab, qui est un travail assez important et on le reconnaît. C'est vrai que pas toutes les associations de patients ont la capacité aussi à collecter ces données et à participer à cette contribution. Et je pense que il y a vraiment cet aspect pour les patients, le développement du médicament, ça doit vraiment rester en phase avec le besoin du patient. Et ça répond en fait aujourd'hui de l'utilité de ces questionnaires qui n'est pas à juste titre parfois reconnu ou intégré ou publié. Et malheureusement, il y a beaucoup d'informations et la lourdeur de ces questionnaires, c'est vrai, vous l'avez évoqué, c'est un travail de fond, de fourmi. Il existe beaucoup de choses. Les associations ont besoin aussi d'être formées pour en faire une bonne utilité. C'est ça également, puisque c'est la voix des patients. Le patient est expert, la voix des patients doit être reconnue. Merci. Alors, on a répondu à un certain nombre de questions au fur et à mesure de nos échanges. Je vois une question, la HAS est-elle destinataire des PRO réalisés au cours des essais cliniques ou dans le cas d'une demande d'AMM? Oui, c'est-à-dire que le questionnaire qui est utilisé, oui. Est-ce qu'elle est destinataire des résultats des PRO? Non, comme je le disais tout à l'heure, une étude clinique est à l'échelle globale. Par conséquent, ce n'est pas uniquement la HAS, elle en fait partie, mais ce n'est pas la seule autorité en fait aujourd'hui. Donc elle est destinataire parmi d'autres. Parmi d'autres. Très bien. Une précision aussi, au moment du dépôt, c'est ce que je disais, la filiale peut également décider de compléter les données qui ont été développées dans le cadre de l'essai clinique avec d'autres études, comme c'est le cas avec Moi Patient ou le Diabète Lab. Très bien. Vers qui se tourner pour savoir si des PROMS existent déjà sur une pathologie spécifique? On a parlé des sites qui recensaient les PROMS. On a parlé de l'ICHOM notamment. Si vous souhaitez compléter. Vers la société savante. Ce qu'on fait nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle pathologie ou un nouveau registre qu'on nous commande à PromTime, en fait, c'est la société savante qui se saisit en fait de la décision de prendre tel instrument prom ou tel autre. Selon des critères, on a bien sûr un rôle de conseil, mais c'est la brièveté des questions, c'est leur validation, leur calibration, et la capacité de les digitaliser, de les industrialiser. Donc, il y a beaucoup de proms aujourd'hui qui sont de grande qualité scientifique
et qui sont gratuits, mais qui sont surtout déjà intégrés dans des registres existants. Donc, pour éviter la guerre des registres et de dire chacun fait son petit registre dans son coin et personne ne... L'idée, en fait, c'est de passer par les professionnels, l'instance représentant les professionnels de santé, la société savante, les CNP, les conseils nationaux professionnels, qui, pour chaque spécialité, fédèrent à la fois le syndicat des professionnels et la société savante. Une fois qu'on a ces CNP, il faut absolument que les patients rejoignent la gouvernance scientifique d'un registre. Mais c'est ce registre, en fait, qui permet d'arbitrer quel est le bon prom. Et si on le fait sans conseil scientifique, alors là, encore une fois, on risque de s'égarer. Après, peut-être rajouter un petit commentaire. Ça va dépendre aussi de l'usage qu'on va en faire. Je pense qu'on peut se tourner vers différents acteurs selon à quoi va servir le prom et finalement quel usage sera fait de la donnée collectée. Donc effectivement, se tourner bien sûr vers des spécialistes dans les différents pays. On peut se tourner vers des instances réglementaires. On peut se tourner vers des spécialistes de solutions. On peut aussi utiliser des plateformes qui existent. Il y a beaucoup de documentation. Il y a beaucoup de choses qui sont existantes, qui sont fournies aussi par des spécialistes de la linguistique, qui savent aussi si tel questionnaire va exister dans telle langue ou pas. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Il faut peut-être voir un petit peu au départ à quel usage en fait quel usage sera fait de la donnée pour se tourner vers le bon interlocuteur. Très bien, merci. Je vois qu'il est 19h, un petit mot de conclusion les uns les autres pour la fin en 2 mots. Je ne sais pas qui. Laura. Moi, j'aimerais juste conclure que c'est vraiment le besoin pour avoir des proms de qualité, le patient déjà doit bien comprendre quand il rentre dans un essai clinique quelle est l'utilité de ce questionnaire et qu'il y ait autant de valorisation que les aspects plus cliniques et que ces questionnaires ont vraiment un poids. J'ai toujours en anecdote cette réunion à la Ligue où, assise parmi beaucoup de patients experts devant une présentation de la HAS, découvrir en quelque sorte l'importance de ces questionnaires dans l'accès aux médicaments. Les équipes environnantes qui accompagnent, pas les investigateurs, pas les experts qui acceptent l'essai clinique, mais vraiment tout le personnel qui entoure le patient a besoin aussi de comprendre tout ce processus d'accès. Et franchement, ça serait un appel aussi de dire qu'on l'a vu, le gouvernement peut faire des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale, comme on l'a vu pendant le Covid. Il est vraiment important qu'une campagne à l'échelle nationale soit faite également pour expliquer ce qu'est un essai clinique, l'importance de participer dans les essais cliniques, parce qu'il en va de l'image aussi de la France dans l'innovation. Merci Laura. Est-ce que tu ajoutes un dernier mot Ouais, c'est compliqué le dernier mot. Non, les proms, moi je trouve que c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet qui est complexe. On l'a bien vu, on a des visions qui sont quand même franchement assez hétérogènes. Moi je dirais, je travaille pour les associations de patients, le patient avant tout. Quand je dis le patient avant tout, c'est le patient dans la construction et c'est le patient quand on lui passe et c'est le patient quand on lui restitue les résultats qu'on lui restitue jamais. C'est un peu compliqué, c'est un peu comme une mauvaise herbe, comme des ronces. En fait, on a l'impression quand même que les professionnels de santé s'y piquent un petit peu alors qu'il y a quand même des fruits, des mûres à la fin, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je souhaite que du meilleur pour le développement des proms et surtout l'implication des patients à l'intérieur. Parfait. Merci. Oui, alors après, les épines et les fruits mûrs, ça va être difficile de trouver une plus jolie image. Mais oui, c'est continuons à collaborer, bien sûr. Les industriels, les académiques, les patients, les experts patients, les associations de patients. Je pense qu'il n'y a qu'en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à valoriser cette voix du patient qui doit absolument rester centrale dans la recherche et dans tout le système de santé. Parfait. Moi, je pense que tout changement fait peur. L'idée, en fait, de travailler sur des données de vie réelle peut déconcerter des personnes qui ont toujours travaillé avec des données très structurées dans des essais cliniques. Les deux ne sont pas incompatibles. Le point le plus solide pour travailler sur des données de vie réelle, c'est le registre. Le fait que ce registre soit placé sous une gouvernance scientifique qui implique les patients et les professionnels, c'est fondamental. Et le fait que ce registre s'ouvre à différentes équipes professionnelles
et différents types d'industriels qui vendent leurs produits, et que tous ces acteurs standardisent des comparaisons au sein d'un registre, ça crée en fait de la confiance. Et ça crée aussi, du point de vue du patient, une transparence, parce que le patient reçoit, en l'occurrence chez PromTime, 100% des résultats de gain de santé. Il n'y a pas un patient qui ne reçoit pas son résultat de gain de santé. Donc tous ces éléments de transparence créent une dynamique d'amélioration continue, de nivellement par le haut, où chaque individu professionnel conçoit en fait qu'il ne peut s'améliorer que collectivement à travers cette gouvernance collégiale. C'est ça le plus petit dénominateur commun qui permettra aux PROM de réussir, avec bien sûr l'implication des tutelles et des payeurs. On a des solutions très concrètes, et d'ailleurs le ministre Aurélien Rousseau lance une mission sur les PROM qui devrait d'ici janvier donner lieu à un rapport, de manière à ce que l'on puisse financer la qualité au sein des établissements de santé à travers la collecte des PROM. C'est bien sûr une nouvelle qui a de quoi tous nous encourager, nous inciter à aller de l'avant. Super. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et très bonne soirée.